En 2016, la philosophe et biologiste américaine Donna Haraway propose dans son ouvrage « Vivre avec le trouble » que pour faire face aux menaces écologiques actuelles, il est question de dépasser les approches environnementales binaires, à savoir soit d'un côté celle de la toute foi en l'espoir religieux ou au progrès technologique, et de l'autre côté celle emplie de catastrophisme. Haraway nous invite alors à être troublés, c'est-à-dire de refuser le fatalisme et apprendre à se laisser affecter par des malaises et des hésitations que nous imposent les situations terrestres. Avec elles, on rentre alors dans une nouvelle ère, le Stulocène. Un nouveau paradigme, une nouvelle métaphore, un monde de compost, hautement fertilisant, un monde d'humus où la vie grouille, où vivent toutes sortes de bestioles qui s'enchevêtrent, y compris les êtres humains. Un monde d'alliance, donc. Vivre avec le trouble est un manifeste pour des façons nouvelles de faire parenté avec les autres manières d'être au monde. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette table ronde intitulée « Face aux crises écologiques, une nouvelle cohabitation avec les vivants » et à la Fondation Jeanne Michalski et au Festival Bibliotopia. Je m'appelle Dariush Gavami, je suis membre du Shenju Lab, qui est un laboratoire de recherche théâtrale sur la présence animale basé à Gimel, non loin d'ici. Et on va traverser ensemble, avec nos deux invités, dans les eaux troubles du Stulocène. Alors, Olivier Remeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vos dernières publications chez Actes Sud sont Penser comme un iceberg en 2020 et Quand les montagnes dansent, récit de la terre intime en 2023. Et vous vous intéressez, vous, aux usages du monde et aux formes de vie. Alors, première question, c'est quoi vivre dans le trouble pour vous ? Alors, vivre dans le trouble et avec le trouble, bon, moi je l'interpréterais, cette formule qui, je crois, a un sens très accessible, très général, voire universel. On pourrait très bien se dire nous sommes tous troublés par quelque chose. Je l'interpréterais d'une manière assez simple. Je pense que du point de vue des crises écologiques qui sont le thème de notre conversation, on pourrait se dire nous sommes évidemment troublés par ce qui nous arrive. Le réchauffement climatique, la crise climatique, la 6e extinction, tous ces événements qui en fait prennent corps maintenant, prennent matière sous nos yeux. Pensons simplement à la sécheresse, l'absence de pluie, la fonte des glaciers, on en reparlera sans doute. Ce trouble-là peut nous ronger, peut vraiment plus que nous inquiéter. C'est l'un des aspects, je crois, de la formule « vivre avec le trouble ». Et puis, il y en a un autre dont j'aimerais qu'on parle, et c'est évident qu'on va le faire. C'est un trouble plus positif, un trouble qui nous tonifie éventuellement, nous exalte, pourquoi pas. Et à ce moment-là, c'est quel type de trouble ? C'est ce qu'on découvre, par exemple, dans certains endroits qui sont lourds d'histoire, porteurs d'une infinité de récits. C'est ce qu'on comprend, moi, par exemple, lorsque je vais en montagne, mais pas seulement. Il y a des endroits qui sont tissés par des êtres vivants. Lorsqu'on reste un certain temps dans ces endroits-là, on les découvre. On vit avec eux. On discutera de cette question de la cohabitation. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on ressent, on apprend, on réapprend, on comprend tous les fils de nos interdépendances avec ces êtres vivants-là. Ça nous trouble, parce qu'on a perdu, à bien des égards, ce type de lien. Dans ces endroits-là, on redécouvre ces liens. Donc on est troublé, mais positivement. Donc vivre avec le trouble ou vivre dans le trouble, ce serait ça pour moi, c'est-à-dire essayer de s'orienter au milieu, dans l'alternance de ces deux troubles, pour le dire rapidement, l'un très négatif et l'autre potentiellement plus positif, lorsqu'on saisit combien nous dépendons d'êtres, voire de choses, qui ne sont pas toujours des choses, et qu'il existe donc des bonnes dépendances. On va y venir justement. Alexis Génie, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et étiez dans une autre vie professeur de sciences naturelles.
Votre premier roman, L'art français de la guerre, chez Gallimard, remporte le prix Goncourt en 2011, là, pour la petite promotion. Vos derniers essais, Parmi les arbres, chez Actes Sud en 2021, et Cette planète n'est pas très sûre, chez Nature et Savoir en 2022, racontent l'histoire des vivants et de nos destins croisés. Et je voulais vous demander pourquoi cette planète n'est pas très sûre. Alors, de façon très simple, c'est que 99,9% des espèces qui ont vécu sur cette Terre ont disparu. Et que la disparition fait partie de l'évolution. La disparition est une donnée normale. Les espèces ne durent pas, elles apparaissent, elles vivent ou survivent et disparaissent, remplacées par d'autres, etc. Et il peut y avoir des moments dramatiques où la disparition est massive, mais ça repart. Et puis plus tard, il y aura encore un autre épisode de disparition massive. Mais de toute façon, il y a une disparition régulière. Donc c'est vrai qu'une espèce vivante ne dure pas quelques millions d'années, pas plus. Cette planète, en effet, n'est pas très sûre. On y disparaît beaucoup. Et on va voir ce qu'on peut faire justement face à cette incertitude-là. Bon, alors nous voilà lancés, et je vous propose de décortiquer ce qui nous amène ici. Donc on va essayer de traverser 3 temps, 3 enjeux. Celui de la crise ou des crises, celui du vivant, des vivants, et celui de la cohabitation, donc des cohabitations, pour nous armer au mieux face aux troubles, ou du moins essayer de mieux l'aborder. Alors, première question pour vous. Voilà, on parle plutôt des crises écologiques. Comment est-ce que vous nommeriez la période dans laquelle on vit actuellement ? On entend anthropocène, on entend réchauffement climatique, on entend crise de la biodiversité. Comment est-ce qu'on entend stulocène, carrément. Comment est-ce que vous la nommeriez, vous ? Quel terme vous utiliserez pour la décrire ? Je sais que dans votre œuvre, vous parlez de nécrocène, vous parliez d'anthropophonie. Ça m'intéressait un peu de voir un petit peu les différentes dimensions de cette crise. De quoi est-elle faite, en fait ? Bon, il y a une multiplication des noms avec un final en scène. Vous en citiez quelques-uns avec Donna Haraway. C'est toujours ambigu, bien sûr, de privilégier une appellation sur une autre. Je crois que ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'il faut savoir pourquoi on utilise ces termes. Donna Haraway emploie, mais très brièvement, peut-être a-t-elle le projet de développer la chose plus tard, un terme que j'aime bien, c'est celui de phonocène. Pourquoi c'est un terme intéressant ? Parce que ça met en valeur la question du son, celle de la bioacoustique par exemple, qui je crois est l'un des dossiers de l'avenir. Il est vrai que quand on discute avec des bioacousticiennes ou des bioacousticiens, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un monde infini de vie qui nous échappe encore via ce canal-là. Et que si on emprunte cette voie-là, en revanche, on va découvrir une multitude de vies insoupçonnées, et notamment un aspect auquel on n'est pas, je crois, assez attentif, c'est que ce qui est silence pour nous est en revanche, à bien des égards, sonorité, musique, tonalité, pour tant d'autres êtres vivants. Donc voilà, pourquoi pas phonocène, sachant que, en effet, j'en parle un petit peu dans Quand les montagnes dansent, la question de l'anthropophonie devient de plus en plus lourde. Nous faisons, non pas nous émettons beaucoup, en tant qu'humains, beaucoup de sons, nous faisons beaucoup de bruit. C'est totalement différent. Donc il faudrait renouer avec les sonorités de la dite nature, faire moins de bruit. C'est l'un des enjeux, je crois, du phonocène. Rendre le monde plus sonore, mais en un sens, pourquoi pas, harmonieux. Et ça nous permettrait de mieux nous redimensionner, de mieux retrouver sans doute une place juste. Alexis Alors, c'est vrai que cette prolifération de mots en scène, c'est un essai de création de concepts. C'est-à-dire que Anthropocène, par exemple, c'est le plus connu. J'en fais un peu l'histoire, donc souvent dans le bouquin que vous avez cité. C'est un concept flou, mais utile. C'est-à-dire qu'en termes de période géologique,
c'est pas très sérieux selon les critères géologiques, parce que le début n'est pas très clair, les marqueurs ne sont pas très clairs. Par contre, c'est très très utile pour se rendre compte qu'il y a quelque chose de l'activité humaine qui a un effet global. Bon, et ça, c'est important de le savoir et de le penser. Alors, lequel choisir? Eh bien, tiens, pour aujourd'hui, spécialement pour Bibliotopia, je vais inventer un mot en scène. Nous sommes dans l'étroitocène. Alors, pourquoi je dis ça? C'est l'ère de l'étroit. On est à l'étroit dans notre écosystème. On commence à toucher les bords. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est une sensation que j'ai eue quand j'avais découvert l'étude allemande qui démontrait sur 25 ans que 75% des insectes volants avaient disparu en Europe occidentale. Et j'avais été effrayé parce que j'avais fait des études de sciences naturelles, j'avais étudié les insectes avec un petit peu de terreur parce que si on s'approche des insectes, c'est un peu effrayant. Mais bon, j'étudiais ça sérieusement et j'avais l'impression que les insectes, c'était vraiment les indestructibles. C'était vraiment ceux qui résistaient à tout. Et je voyais là, sur cette étude-là, que, non, ils disparaissaient comme tout le monde, ce qui est tout à fait logique. C'était juste mes fantasmes d'indestructibilité qui étaient mis à mal. Et là, je me suis dit, mais ça ne va pas du tout. On est en train de toucher les bords de l'écosystème. C'est-à-dire que, comme si ce monde que l'on a cru longtemps, que j'ai cru longtemps, infini, où il y avait de la place, où tout était inépuisable, non, c'est épuisable, on n'a pas de place, c'est étroit, et on se cogne comme dans une pièce trop petite. Ça y est, on a touché les bords. On est au bord de ce qui est possible. L'humanité, finalement, doit savoir qu'elle vit dans un monde un peu étroit et qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi. Et cette prise de conscience, il me semble qu'elle est utile parce que, j'ai grandi à une époque, dans les années 60-70, où on ne pensait pas ça du tout. Tout était inépuisable. Eh bien non. Alors maintenant, il y a les fantasmes d'aller chercher de l'inépuisable ailleurs, c'est n'importe quoi. Donc nous sommes dans un monde étroit, et comme quand on vit dans des petites pièces, il faut que tout soit bien rangé pour que ce soit vivable. Vous voulez réagir peut-être sur cette étroitesse Étroitesse des corps et des esprits? Oui, non, moi je partage complètement le sentiment d'étroitesse. Je lui adjoindrais, peut-être paradoxalement, en même temps, parfois certaines impressions de grande largeur. Mais ça dépend, je pense, des endroits où on se trouve. Il est vrai que quand on est en montagne, notamment à partir d'une certaine altitude, on ne se sent pas à l'étroit. En revanche, d'autres symptômes négatifs apparaissent, on en reparlera sans doute, mais donc c'est un peu contradictoire, mais ce n'est pas gênant, puisque précisément, il nous faut vivre avec deux troubles. Il nous faut vivre avec la contradiction. Donc on peut très bien vivre avec le paradoxe d'une étroitesse et d'une grande largeur. Ça peut légitimer certains rêves ou scénarios ou expériences d'évasion. On sait aussi que de plus en plus, c'est lié d'ailleurs sans doute à ce que tu disais, on a envie de sortir de certains lieux étroits pour retrouver un peu plus de respiration. Et en même temps, aujourd'hui, l'une des données de notre époque, c'est de se rendre compte que dans ces lieux où on attend beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, les montagnes, encore une fois, mais pourquoi pas d'autres écosystèmes, eh bien, néanmoins, les difficultés se reposent à bien des égards les mêmes que dans les milieux dont on rêve de s'échapper. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez, apparemment pas, vous m'avez confirmé que vous ne vous connaissiez pas avant cette rencontre. Je trouve que vous avez énormément en commun. Vos deux ouvrages qui vont nous intéresser aujourd'hui nous invitent vraiment à atterrir par le tutoiement des êtres, par la fréquentation amicale qu'on peut entretenir avec le vivant, qu'il soit un arbre ou une montagne. Ce sont des ouvrages, je crois, biographiques, écographiques, d'une écologie située, écrite à la première personne, mêlant récits de compagnonnage et vulgarisation scientifique. Et ils appellent le lecteur à deux choses l'une. Je crois tout d'abord à essayer de se décentrer, tenter d'appréhender le monde par les yeux de l'autre, de penser comme un arbre, de penser comme une montagne,
Ce n'est pas un fantasme, c'est très réel, très concret. Et l'autre chose, c'est aussi de se rendre attentif à ses propres communautés symbiotiques. Et en vous lisant, on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais qui sont les êtres qui peuplent mon monde? Qui sont ceux qui ont forgé mon identité, qui ont créé mon histoire, qui ont été les compagnons de mon existence? De quoi est faite ma terre et qu'est-ce que son état et celui de ceux et celles qui l'habitent racontent du monde actuel? Olivier Remeau, vous êtes un mélange entre un Aldo Léopold, Harkness et puis Nan Shepard des temps modernes. Et Quand les montagnes dansent, récit de la terre intime, est un ouvrage sur l'enchevêtrement et le mélange des éléments et des phénomènes biologiques et écologiques. Pouvez-vous nous parler un peu de la montagne, de votre montagne, dans la vallée du Haut-Seillac et du Haut-Christian dans les Hautes-Alpes? Alors, c'est vrai que je suis parti dans ce livre d'un lieu que j'aime beaucoup, que j'ai découvert étant enfant, avec mes parents, donc assez jeune. Puis ensuite, il y a eu une parenthèse longue, et puis j'y suis retourné d'une manière totalement hasardeuse, et j'y ai retrouvé une forme de nécessité. Depuis, j'y retourne tous les ans. Donc. Et c'est un lieu dans les Hautes-Alpes, un petit village d'altitude qui s'appelle Seillac, dans la vallée du Queyras. Et il y a notamment une branche de la haute vallée de Seillac où j'ai passé pas mal de temps. La haute vallée du Cristillon, c'est le nom du petit ruisseau, qui va se nicher en fait dans un massif de montagnes qui m'a intéressé à plus d'un titre parce que c'est un de ces endroits des Alpes où on comprend à ciel ouvert un phénomène géologique remarquable. C'est tout simplement celui-ci que des roches, qu'on appelle entre autres des péridotites, sont les témoins, les reliques d'un ancien océan. Vous dites qu'il porte en elle, que cette vallée porte en elle le souvenir de l'eau. Exactement. Ah. Et en fait, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Parce que le bas se retrouve en haut. Plus on grimpe, plus d'une certaine manière on descend. On marche au fond d'un océan. Voilà, j'ai voulu approfondir ce genre d'expérience sur un double registre, à la fois sensible, bien sûr, puisque c'est dans ces lieux aussi qu'on se rend compte que la vue n'est pas un sens autosuffisant. Hein. C'était déjà évoqué hier par Lorraine, mais je crois que c'est très juste. Il faut mobiliser tous ces autres sens pour comprendre la dynamique générale de ce genre d'écosystème. Et puis, sur un registre aussi plus lié à mes recherches, à mes écritures, à savoir le fait que dans des endroits apparemment dépeuplés, qu'on dit désertiques, et à partir d'une certaine altitude, la montagne, pour beaucoup de gens, correspond à ça. J'ai travaillé aussi sur les glaciers, sur des espaces plus boréaux. Eh bien, on peut avoir ce même genre de sentiment. C'est faux, en fait. Les endroits dits désertiques ne sont pas dénués de vie. Donc il faut aller la trouver, il faut l'observer, il faut être attentif, il faut être là, il faut être présent. Et là, je me rendais compte, dans cet endroit-là, qu'il fallait être attentif non seulement aux divers êtres vivants auxquels on est plus habitué, faune, flore, quand on les connaît parfois très bien, comme certains amis naturalistes, mais aussi à cette échelle du temps long, qui là se découvrait devant moi et qui attestait la présence d'un ancien océan. Et je raconte en fait cet enchevêtrement-là, c'est-à-dire cette chaîne qui, pour des biologistes, fait très naturellement sens, mais peut-être pas pour tant d'autres, dont nous, à savoir que de la roche au chamois, en passant par le lichen, il y a une chaîne vitale, alimentaire, dans laquelle nous sommes également partie prenante. Et habiter un territoire, c'est être aussi habité par lui. C'est ce que je oui. ressentais en lisant votre ouvrage. Oui. Vous parlez d'être attentif, mais il y a aussi une notion de solidarité dans votre ouvrage. Il y a des vertus qui sont mises en avant, que vous essayez de faire égayer. Je note la solidarité, l'émerveillement, l'attention, pour essayer d'être justement habité par ce territoire-là. Oui, je crois que c'est l'enjeu de la question de la cohabitation. La cohabitation nécessite sans doute des expériences
de vie un petit peu longue. Et une fois de plus, hein, ça peut se faire dans des milieux très très différents. Donc ça peut être aussi la forêt d'à côté. Hein, ce n'est pas une question de luxe permis à certains. On peut très bien prendre le RER quand on est à Paris pour éprouver ce genre de sentiment que je dirais avec un géographe qui s'appelle Yi Futuan, des sentiments topophiliques, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qu'on aime. Ces sentiments topophiliques, on peut les éprouver pour beaucoup de lieux, y compris ceux qui sont très proches de là où on habite, même lorsqu'on n'est pas donc dans des milieux montagneux, forestiers ou autres. Ce sont des expériences effectivement un peu fusionnelles, très affectives, et cette base en quelque sorte affective me semble vraiment nécessaire, y compris même pour quand on veut faire de l'écologie ou quand on veut, pourquoi pas, défendre certains messages à teneur plus politique. Il faut renouer avec cette question de la sensibilité dont parlaient beaucoup d'amis, Baptiste Morisot, etc., la crise de la sensibilité. Il faut d'abord résoudre cette crise. Sans cet arsenal, en quelque sorte, même si le terme n'est peut-être pas très bien choisi là, mais disons cet outillage sensible qui est le nôtre a priori, si on ne l'active pas, si on ne le réactive pas, on aura quand même du mal à, je crois, répondre aux urgences contemporaines. Et quand on le réactive, cet outillage sensible, eh bien effectivement, on découvre très mécaniquement, ou plutôt très organiquement, des solidarités. C'est tout simple. Ce n'est pas quelque chose de construit. C'est-à-dire qu'on découvre tout simplement des liens qui se recomposent avec des êtres qui sont là. Et même lorsqu'ils ne sont pas là, on entretient des liens avec eux. Ça, j'en parle, c'est-à-dire que je me trouvais dans ce lieu un peu de mi-hauteur, hein, vers 2400 mètres, qui est un lieu idéal en fait, d'observation, parce qu'on croit que les êtres disparaissent, mais en fait, ils nous observent. C'est différent. Et se faire observer, c'est déjà une forme d'interaction sociale. Et on en reviendra. Et je crois qu'il y a un point fondamental, on parlait de cette crise, et le fondement, du coup, vient peut-être de ce que vous venez de dire, cette espèce de crise de la relation, de crise de la sensibilité, qui viendrait peut-être, voilà, comme je dis, aux racines de certaines activités et certains détachements qu'on pouvait avoir, ou attentions qu'on pouvait avoir au monde qui nous environne et dans lequel on est pleinement investi. Alexis Génie, vous qui vous inscrivez dans les pas de... Je notais John Muir et Francis Allais, qui vous me dites un très bon ami à vous, donc le botaniste Francis Allais. Votre ouvrage « Parmi les arbres », essai de vie commune, est une ode aux merveilles que sont les arbres et à l'amitié qu'on peut leur porter si on leur posait les bonnes questions. Vous nous proposez de voir le monde par un prisme phytocentriste. Alors, bon, quel genre de bonnes questions peut-on poser à un arbre? Alors ça, c'est toujours pas résolu pour moi. Alors, par rapport aux troubles dont il était question tout au début, le trouble en termes de floutage un peu, de ne pas savoir exactement où on est, ben, je le ressens à un moment très très précis, qui est l'émotion que me procurent les arbres. Alors, c'est même pas l'émotion que me procurent les arbres, c'est parfois l'émotion que me procure un arbre. C'est-à-dire que je me promène beaucoup, en vélo souvent, et parfois, dans la campagne, surtout dans les campagnes pastorales où on a laissé quelques arbres au milieu des prés à vaches pour qu'elles puissent se mettre à l'ombre, où l'arbre a finalement s'est développé suivant sa nature. Des fois, mais je freine brusquement, je m'arrête dans le fossé, parce qu'il y a un arbre là qui m'a fait quelque chose, qui m'a tapé dans l'œil, qui me procure une émotion. J'ai envie de le regarder, j'ai envie de faire quelque chose. J'aimerais... Alors, moi, je le photographie. J'ai des centaines de photos d'arbres comme ça qui ne servent à rien, mais bon, voilà, elles sont là. J'aimerais le dessiner. J'ai des limites académiques assez fortes, donc du coup, ça ne marche pas très très bien. Mais j'aimerais faire quelque chose de ça. Parce qu'en fait, je ne comprends pas cette émotion. Je comprends l'émotion que me procurent les gens. Ça va, je maîtrise bien. Enfin, je maîtrise bien. Je sais de quoi il s'agit. Je ne maîtrise rien, mais je sais de quoi il s'agit. Pour l'arbre, je ne sais pas pourquoi cet être aussi différent de moi, pourquoi il me procure une émotion qui est une émotion humaine. Et il y a quelque chose qui est une sorte d'amour des arbres. On va mettre cette étiquette-là, c'est une pure étiquette. Et finalement, ce livre, il est issu de ça. C'est
Mais pendant des années, je me dis, il faudrait que j'écrive un peu là-dessus, mais je ne savais pas trop comment faire. Par ailleurs, j'écris des romans, donc avec des aventures, avec des personnages qui font des choses, etc. Bon, ça ne va pas du tout pour écrire des choses avec des arbres. Et je suis contre l'anthropomorphisme, de projeter l'anthropomorphisme sur les arbres. Et j'ai fini par écrire ce livre à partir d'un moment très très précis. Le jour où je me suis dit, ce qu'il faut que je raconte, c'est des rencontres. C'est la rencontre avec un arbre singulier. Ce n'est pas la rencontre avec les arbres ou la forêt, la rencontre avec un arbre singulier, moi devant lui, et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment où je suis un peu sidéré, où je regarde, et je suis admiratif, et j'aimerais faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc j'écris un livre. Dans ces cas-là, il faut écrire un livre. C'est un peu ma façon d'essayer de comprendre les choses. Et voilà. Donc c'est un livre qui interroge ces rencontres, qui essaye de mobiliser le savoir scientifique que j'ai pu acquérir dans une autre vie. C'est-à-dire que j'ai quand même fait de longues études, j'ai appris des tas de choses, je l'ai enseigné. Mais c'est compliqué de mêler ça à la littérature. Longtemps, les sciences et la littérature, ça a été deux voies parallèles. Et finalement, ce livre, ça a été la jonction des deux. C'est-à-dire que le langage littéraire, dont je crois qu'il peut beaucoup, ce langage littéraire a pu essayer d'englober un peu de vulgarisation scientifique pour essayer de comprendre quelque chose à ces êtres-là qui me font quelque chose. Voilà. C'est toute une entreprise. Alors, par rapport au livre d'Olivier, avant que l'on soit destiné à se rencontrer, j'avais entendu parler de son livre « Penser comme un iceberg ». Je trouvais quand même qu'il exagérait. Tout le monde sait qu'un iceberg ne pense pas. Ils font, c'est déjà pas mal. Bon, et je le lis. Et là, je me dis, mais ouais, je suis idiot de ne pas l'avoir lu avant. Parce que, en fait, ce que j'ai essayé de faire avec les arbres, avec les non-humains, et lui, il a fait un pas de plus. Il l'a fait avec les non-vivants. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il raconte tout le réseau complexe d'interactions que l'on peut avoir avec cet objet, que peut être l'iceberg, que peut être la montagne. Et moi, je raconte le réseau de relations complexes qu'on peut avoir avec les arbres, avec ceci de plus facile, c'est que c'est vivant. Alors, il y a un petit peu d'empathie avec ce vivant, même si c'est un vivant très différent, un vivant lent, un vivant un peu silencieux, mais c'est à peu près la même chose. Et c'est vrai que quand tu disais il faut faire quelque chose avec cette crise de la sensibilité, oui, tout à fait. Parce que ce que je me suis rendu compte en faisant mes études de sciences, quand on fait des sciences pour des raisons scientifiques, c'est un peu limité, c'est un peu ennuyeux, c'est un peu... Ou alors il faut être technicien, ou il faut essayer de trouver des trucs. Mais on ne va pas loin. Faire des sciences pour des raisons sensibles, pour des raisons de saisir quelque chose, pour des raisons finalement esthétiques, au sens très très large du terme, voilà, ça fait avancer la science. C'est pour ça que moi, je fréquente pas mal Francis Allais, puisque lui, il a toute une démarche esthétique. Il aime la beauté, d'une façon à la fois naïve et enthousiaste, et à partir de ça, il crée de la connaissance scientifique. Et ça, je trouve ça magnifique, c'est une façon de faire des sciences qui, quand il faisait ça il y a 30 ans, tout le monde, ça n'intéressait personne. Maintenant, c'est entendable. Et finalement, j'essaie de faire aussi quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire mobiliser l'intime, ce que je peux sentir, cet amour des arbres est un peu étrange que je ne comprends pas, le savoir scientifique et le langage littéraire. Le langage littéraire, c'est une façon d'interroger le langage, d'interroger les mots, de mobiliser du récit pour que les choses soient entendables, pour que les choses soient passionnantes, pour que les choses soient intéressantes, et à partir du moment où c'est intéressant et où on les aime, on en prendra soin. Sinon, si c'est pour des raisons, là aussi, scientifiques et un peu froides, ça ne va pas très très loin. Donc, il se trouve que moi, romancier, je me suis trouvé, grâce à cette collection, dans un petit monde. On faisait partie, Olivier, de façon un peu plus consciente que moi, d'un petit monde qui a les mêmes préoccupations, c'est-à-dire essayer d'aborder le monde par les sciences, la philosophie, la littérature, pour essayer de recréer du lien, essayer de savoir dans quel lien nous sommes pris. Et voilà. Et c'est vrai que
il y a quelque chose d'un peu du hasard, c'est-à-dire que c'est des préoccupations personnelles dans mon coin, comme d'habitude. Comme quand je faisais dans mon coin, je racontais des guerres coloniales, et puis à la fin, je me suis retrouvé à avoir un roman qui est un peu connu. Et bien là, finalement, avec une réflexion sur les arbres qui est personnelle, je me retrouve dans un milieu de penseurs qui pensent des choses passionnantes et qui, justement, me passionnent, mais je ne savais pas encore. Donc, je suis très heureux de faire partie de cette collection et de rencontrer les gens qui ont écrit dans cette collection. Parce qu'on pense ensemble des choses qui nous touchent chacun d'une certaine façon, mais qui sont assez communes. Et qui font honneur à la complexité justement du rapport au vivant, qui ne peut pas se limiter justement à un savoir objectif, ou bien voilà, la philosophie, la poésie, la littérature, les arts, la science, enfin tout ça s'embrique pour pouvoir essayer d'atteindre un petit peu de ce que pourraient être justement ces autres manières de vivre. Venons-en justement un peu au vivant. Alors, continuons avec vous, Alexis. Vous avez une définition à nous donner de ce que c'est que le vivant, en fait. En gros. Et j'enchaîne aussi de nous dire ce qui vous trouble, vous, ce qui vous fascine, ce qui vous perturbe, ce qui vous émerveille, une chose en particulier chez le vivant ou chez les arbres, quelque chose qui, leur singularité propre, s'il y a quelque chose vraiment qui ressort comme ça, vous dire, bah, tiens, ça, chez eux, c'est ça qui me... Donc la définition, ça fait beaucoup à la fois. Ouais, alors la définition du vivant, c'est compliqué, parce que il y en a plein qui sont disponibles... Alors, mais peut-être que le vivant, je pense que c'est dans Une planète n'est pas très sûre. Je raconte pour savoir ce qui est vivant, pour saisir ce qui est vivant, il faut voir des films fantastiques, un peu dégoûtants. Vous savez, où il y a la chose, quoi. Et à un moment donné, il y a un personnage qui s'écrie avec effroi. « Ah, mais c'est vivant !» Voilà. Ben voilà. On sait que c'est vivant quand on se dit « Ah, mais c'est vivant !» Donc il y a quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui bouge même lentement, qui grandit, qui se multiplie, qui est envahissant, qui peut être dévorant, etc. Enfin, et c'est quelque chose qui finalement nous touche. Un caillou, une roche, ça peut être très beau. Il n'y a pas ce côté envahissant, mouvant, etc. Ou alors vraiment à des échelles de temps que l'on ne maîtrise pas. Donc le vivant, il y a quelque chose comme ça qui est commun à nous, qui résonne en nous, qui fait résonner notre aspect vivant à nous-mêmes, notre aspect aussi physique, physiologique, mais qui comprend l'esprit, la pensée physiologique aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui attire mon intérêt, voire ma préoccupation. En ce moment, il se trouve que depuis un peu de temps, 2 ans, j'ai un petit jardin. Dans ce petit jardin, il y a des arbres. C'est la première fois de ma vie que je possède des arbres. Même si posséder un arbre, c'est quand même quelque chose un peu... c'est vraiment une affirmation un petit peu excessive. Bon, et il y a un petit figuier qui est à peu près gros comme un doigt, et 1,20 m par là, et qui avait perdu toutes ses feuilles pendant la sécheresse de cet été. Bon. Et puis, je vais voir quand même, en septembre, il y a quand même encore des bourgeons, ça va, tout va bien. Et puis, octobre, il fait doux. Il refait des feuilles. Il rouvre ses bourgeons. Il fait doux. Il doit se dire, c'est le printemps. Je dis, mais quel âne! Mais il est inconséquent. Ça va geler. Mais je lui aurais bien mis une calotte. Mais bon, voilà, là, je me sentais très paternel vis-à-vis de mon figuier. Et en effet, cet hiver, il a fait froid. Et bien, paf, il a perdu ses feuilles. Alors maintenant, c'est le vrai printemps. Donc, tous les jours, je veux voir mon figuier. Et je regarde les bourgeons. Alors, je touche rien, hein, mais je regarde, je dis, oh, celui-là, il a l'air bien, celui-là, il a l'air pas bien. Et il y en a certains qui commencent à verdir. Alors, j'ai bon espoir que malgré sa fausse feuillaison d'octobre, peut-être qu'il va me faire une vraie feuillaison d'avril. Et je me mets à avoir des préoccupations paternelles vis-à-vis de mon arbre. Et ça, c'est bien la première fois. C'est des préoccupations que je n'ai jamais eues. Et je n'ai jamais autant regardé une progression de feuillaison, de bourgeons,
que maintenant que j'ai ça sous les yeux, c'est un jardin modeste qui devrait pouvoir tenir dans cette pièce. Mais c'est incroyable de pouvoir observer comme ça jour après jour. J'ai jamais tant regardé des arbres et des feuilles de toute ma vie, sur la durée. Et là, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est touchant pour moi, et avec parfois des réactions un petit peu excessives. J'ai envie de les gronder quand ils ne suivent pas. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un trouble dans le climat, il y a un problème de désynchronisation du climat qui est partout, qui concerne les insectes, les oiseaux, les plantes, etc. Et donc ça, je le vois sous mes yeux. Et j'en suis un peu inquiet, donc je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je peux faire, c'est d'aller voir, et quand j'entrerai demain, j'irai voir où il en est quand même. Olivier, vous dites en relatant une randonnée dans votre montagne, « Je sais que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes perçus, repérés, identifiés depuis que nous avons quitté la bergerie. » Puis plus tard, en citant le philosophe norvégien justement Arnes, que les roches qu'on regarde nous regardent elles aussi. Et ça me fait penser à la pratique de l'enforestement et du pistage chez Baptiste Morisot, justement, lorsqu'on devient visible dans le monde du cachet et que pister implique aussi d'être pistable. Et pourquoi est-ce que, comme le dit Eduardo Kohn, la manière dont les autres êtres nous voient importe, le fait même que d'autres êtres puissent nous voir change tout? Pourquoi ça? Alors, pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui me semble évidente, c'est qu'il y a un mythe autour de la solitude. Donc, comprendre ce que vous venez de dire, ça permet de comprendre que la recherche de solitude est une recherche vaine. Et donc c'est très approprié au milieu de la montagne, parce qu'on sait très bien que c'est l'un des milieux préférentiels où on va s'évader justement pour se sentir seul. Mais en fait, c'est un jeu avec la société humaine. Mais on s'éloigne de nos congénères. Et on a tout à fait le droit. Mais quand on est là-bas ou là-haut, on est tout sauf seul. Donc c'est de ça dont nous parle Eduardo Kohn et tant d'autres. Et ce qu'on découvre à ce moment-là, c'est là où l'outillage sensible est capital, parce que ça permet de les décrypter, c'est que tous ces êtres qui nous environnent, qui sont avec nous, émettent des signes. Donc il faut essayer de les décrypter, il faut essayer de les saisir, de vivre avec, même lorsqu'on ne les comprend pas, d'arriver à réagir. C'est entre autres l'une des questions du pistage. Mais c'est alors se sentir observé, comprendre qu'en fait, même lorsqu'on veut être seul, lorsqu'on recherche la solitude, on ne l'est jamais, parce que, soyons francs, qui veut être seul, c'est au fond qu'il ne veut pas vraiment être seul, il ne l'est pas vraiment. Quand on est vraiment seul, on n'a pas envie de rechercher la solitude. Au contraire, on veut autre chose. Donc, l'un des autres aspects, je pense, je reviens à la définition du vivant, c'est que du coup, dans ces milieux-là aussi, on comprend que le vrai enjeu, ce n'est pas tant la définition du vivant, c'est celle des limites du vivant. Et c'est vrai que moi, je bataille un petit peu pour l'extension du domaine du vivant, quoi. Donc brouiller un petit peu les frontières qui me semblent à bien des égards arbitraires ou, disons-le, tout simplement académiquement fossilisées par la distinction que tu évoquais entre sciences, littérature, les fameuses deux cultures, les sciences et puis les autres, les sciences dites dures. Et alors quelles sont les autres? Sciences molles, franchement, c'est pas très joli. Donc vivantes. Donc, et, bon, je pense qu'il nous faut revenir de tout ça. Et à ce moment-là, la vraie question, disais-je, c'est plutôt celle des limites du vivant et peut-être de l'intérêt qu'il y a à essayer de repousser un petit peu ces limites du vivant, parce qu'au fond, quand on discute vraiment avec des scientifiques, vraiment, je veux dire, ils sont d'accord. Ils et elles sont complètement d'accord avec le fait que, par exemple, les roches créent la vie et la vie crée les roches, pour reprendre une fameuse formule d'un minéralogiste qui s'appelle Robert Hazen et qui parle même d'évolution minérale. Ça va assez loin quand même. Donc voilà, je trouve qu'il y a des milieux où en fait
La montagne, certaines montagnes en font partie. Mais une fois de plus, plein d'autres. Ne réservons pas, qui permettent de comprendre qu'il y a un intérêt, en fait, à jouer plutôt la carte de l'extension du domaine du vivant, abandonner, en fait, le registre d'une frontière stricte entre l'organique et l'inorganique. Et si on joue ce jeu-là, d'une part, c'est plus intéressant, parce qu'il y a plus de personnages sur la scène. Hein, c'est un monde plus riche, plus peuplé. Il y a plus d'interactions. Et puis la solitude, l'isolement, ça existe. Mais la solitude... Et on ne dispose pas d'un quota de solidarité limité qui nous ferait dire si on étendait justement cette conception du vivant, ça voudrait dire que ceux qui auraient été à la base considérés comme vivants ne pourraient plus bénéficier de cette solidarité-là ou cette attention particulière. C'est souvent ce qu'on pourrait reprocher à ces thèses-là, de dire oui, alors, que faire de ceux qui sont... Alors, pour dire un peu la même chose avec d'autres mots, c'est vrai que je crois que la question n'est pas de savoir qui est vivant, qui ne l'est pas, mais c'est plutôt de dire que finalement le vivant n'existe pas en soi, n'existe pas tout seul. C'est une vue de l'esprit ou c'est une vue de laboratoire. Il y a des interactions. Le vivant vit dans des interactions avec des vivants et avec des non-vivants, et ça vit comme ça. Et donc, du coup, ce qui est utile à considérer et à étudier, c'est le réseau d'interaction. C'est ça qui est finalement fondamental dans le vivant. C'est pas de savoir si un être est vivant ou pas. C'est un peu ce que tu dis, mais avec d'autres mots. Et donc, en effet, l'idée, c'est pas tellement d'étendre la qualité de vivant, mais c'est de dire que c'est d'étendre le réseau d'interaction. Voilà. Et donc, du coup, la question du vivant est moins aiguë et moins fondamentale. Ça, c'est ce que j'ai compris aussi avec cette affaire d'iceberg. Quand tu parles des icebergs avec les algues qui vivent dessus, avec tout le plancton qui va vivre autour de ces algues, les poissons, etc. Donc, finalement, l'iceberg, qui est un morceau de glace, qui n'est pas en soi vivant, fait partie d'un réseau de vivants au pluriel. Et c'est comme ça qu'il faut envisager les choses, et non pas de décerner c'est vivant, c'est pas vivant. Et ce qui vous permet ensuite d'affirmer que justement la montagne, la forêt, l'iceberg, la roche pensent, parlent, pas vraiment comme nous, mais on peut l'affirmer. Qu'est-ce que c'est d'affirmer justement qu'un arbre pense ? Comment est-ce que ça se... On parlait de ces réseaux, ces réseaux sémiotiques, ces différentes interactions qui existent qui vous permettent de le dire, mais est-ce que vous voulez un peu en dire davetage sur cette notion justement d'affirmer la forêt, l'iceberg, oui, alors ça parle parce que l'arbre émet des signes, est un signe. La forêt est un réseau de signes qu'il faut... le pistage est une façon de décrypter ce réseau de signes. C'est ce que fait Morisot avec les loups, et il raconte la vie du loup, l'histoire du loup, grâce à l'examen des traces et des signes. On peut faire la même chose avec les arbres. Allais raconte des tas de choses à partir de traces que laissent les arbres. Et les arbres, leurs traces, c'est leur corps, c'est leur masse, qui finalement... Alors je dis à un moment donné, oui, que l'arbre a un visage, ce qui est comme ça, dit comme ça n'a pas de sens. Mais simplement, l'arbre a un aspect individuel. On peut reconnaître les êtres humains par leur visage. Qu'est-ce que c'est que leur visage ? C'est à la fois leur héritage génétique et à la fois leur vie. C'est ce qu'ils en ont fait pendant toute leur vie. Et c'est quelque chose d'unique. On reconnaît une personne par son visage. Un arbre, c'est la même chose. Un arbre a une forme qui est à la fois son héritage génétique et ce qu'il a vécu, les interactions. Et on peut le reconnaître, on le reconnaît. On peut essayer de le dessiner. Mais comme dessiner un visage, c'est super difficile, j'ai essayé, j'ai beaucoup échoué. Et bien, dessiner un arbre, c'est très difficile, là aussi. J'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup échoué. Parce que c'est subtil d'arriver à saisir la singularité
C'est-à-dire qu'un être, c'est une singularité au milieu d'un réseau, comme ça, d'interaction. Mais du coup, c'est passionnant, c'est ça qui compte, c'est ça qui est à étudier. Oui, moi, sur ce point, je dirais ça, en fait. Je pense qu'on ne vit pas dans un monde de métaphores, mais on vit dans un monde de relations. C'est une chose, au fond, assez simple à saisir. La métaphore, c'est le registre du romantisme, pour le dire peut-être un peu caricaturalement. L'iceberg, c'est la métaphore de notre condition d'être mortel. La peinture l'a souvent représentée comme ça. C'est l'image de la solitude, justement. C'est l'effigie de notre destin. On va finir comme lui, il va fondre, il va disparaître. Point. Je pense qu'aujourd'hui, il est urgent de ne pas penser qu'il y a des métaphores partout. Mais il y a des signes, il y a des indices qui sont émis, ou des signes qui sont émis, des indices qui sont laissés par d'autres êtres. Et qui créent des phénomènes, qui créent des dynamiques. Exactement. Dans lesquelles nous sommes, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, impliqués. Donc autant s'y impliquer de manière significative, c'est-à-dire pas excessive, significative, c'est-à-dire prendre part. Et à ce moment-là, je pense qu'on découvre quelque chose, une fois de plus, d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un ensemble de liens, de relations. Ça tient ensemble, comme dit très bien Isabelle Stenger. C'est donc la mort d'un arbre n'est pas une métaphore, c'est un vrai événement, parce qu'avec lui, ou la disparition d'un glacier, ou l'éboulement anormal d'une montagne, tous ces phénomènes-là font partie de certains ensembles qui tenaient. Et donc, lorsque l'un des êtres de cet ensemble disparaît, eh bien, l'ensemble lui-même s'effondre. C'est tout un monde qui disparaît. Voilà, c'est tout un monde qui disparaît. Et donc ça, c'est pas de la mort d'un des éléments, la mort d'un glacier, puisque c'est même le langage des glaciologues. Hein. Un glacier correspond à un glacier qui disparaît ou qui se réduit uniquement à l'état de névé, donc une couche de neige très fine. C'est de la glace morte, un dead ice, hein, dans le langage anglophone, plutôt des glaciologues de profession. Donc, c'est pareil, on peut se dire, bon, c'est de la poésie, de l'anthropomorphisme, la glace morte. Non, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que donc c'est plus que de la matière inerte. Hein, je veux dire, si elle est morte, c'est qu'elle a donc été vivante. Le glacier en tant que tel, avant de disparaître, était donc, même pour les glaciologues, ça j'ai beaucoup travaillé la chose, était quelque chose de vivant. Et si on adopte une perspective un peu plus anthropologique, on se rend compte que pour plein de personnes sur la planète, qui vivent à côté de glaciers, qui vivent dans des milieux montagneux, dans les Andes, bien sûr au Groenland, dans les zones arctiques, y compris dans les Alpes, peut-être même ici, bien sûr, enfin, toutes ces entités naturelles, type montagne, glacier, etc., signifient bien plus que de la simple matière inerte. Donc pourquoi ? Mais parce que tout ça tient ensemble. Hein. Donc je pense que quand on comprend ça, on se dit, voilà, cette montagne, ce n'est pas une métaphore. Ce glacier, ce n'est pas une métaphore. C'est des liens possibles, des liens existants, qui ont existé, qui sont en train de disparaître. Et significativement, aujourd'hui, je pense qu'on a, d'une certaine manière, la chance possible de comprendre ça au moment même où on vit le malheur de leur disparition. Trouble contre trouble. Hein, comment vivre avec ces deux troubles-là. Alexis, vous vouliez... Oui, à un moment donné, tu as dit il faut prendre part à ce réseau d'interaction, de relations, etc. Ben, il faut, alors, je relance. Oui, il faut prendre part. Parce que ne pas prendre part, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, un, on n'y comprendrait rien, ce qui n'est pas si grave. Mais deux, on serait emporté par la catastrophe sans même la comprendre. Et c'est vrai que ne pas prendre part à ces réseaux de relations, du vivant, du non-vivant, etc., ça a été l'attitude
de l'homme prométhéen de la révolution industrielle. On ne prend pas part, on sépare. Et quand il y a l'homme, il y a le reste. Et ben non. On n'échappe pas au réseau de relations que l'on entretient avec les icebergs, avec le climat, avec les animaux, avec la flore, avec la faune, ou avec les virus de chauve-souris, qui d'un coup se répandent sur toute la Terre et nous enferment chez nous à notre grande surprise. Il faut prendre part, parce que ne pas prendre part, c'est la catastrophe et c'est dangereux. Et néanmoins, comme le dit Baptiste Morisot, ce rapport justement au vivant, lui, c'est dans le sauvage. On a tendance à soit l'aborder avec la casquette du diplomate, soit la casquette du soldat. Parce que ce qui nous échappe nous effraie, l'absence de maîtrise, de contrôle nous terrorise. Et donc, du coup, l'écologie des liens que vous proposez essaie de dépasser justement cette logique perpétuelle de la maîtrise. Et je voulais aussi rajouter quelque chose sur penser à la disparition des êtres, ce que ça nous procure. Et j'avais eu une conversation avec Vinciane Després qui nous invitait à faire ça avec les animaux. Et en fait, ça s'étend avec les autres vivants en général. Pensez à comment va affecter votre monde suite à la disparition de telle ou telle espèce. Comment concrètement ça va se matérialiser? Qu'est-ce qu'on perd comme monde, comme interaction, comme quotidien suite à la disparition de tel ou tel phénomène? Et ce n'est pas du fantasme, c'est très concret, ça a des répercussions très concrètes. Et c'est intéressant du coup à se demander justement que ce n'est pas tant une question de définition, de ressemblance, de différence avec eux, mais de, sans eux, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on est, comment notre monde... Oui, c'est une question malheureusement de plus en plus centrale, c'est-à-dire vivre avec la perte, je veux dire sur le plan écologique, puisque donc nous sommes dans cette période-là. C'est l'un des aspects d'un champ d'études qui naît doucement, mais sérieusement, qui est celui des études qu'on appelle les études multispécifiques, qui sont vraiment dans cette écologie des relations. C'est-à-dire que nous sommes tous, en fait, humains et non-humains, des êtres multispécifiques, c'est-à-dire au croisement de rapports entre plusieurs espèces, des individus, des groupes, selon les cas de figure. De sorte que, finalement, dans ce livre-là, la montagne est une forme de personnage multispécifique. Lorsqu'on comprend en effet que la banquise, j'en ai parlé ailleurs donc, fonctionne comme une canopée, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de strates de petites algues appelées les diatomées qui sont en dessous de la banquise, qui sont au principe de la chaîne trophique, donc dite alimentaire, des océans arctiques, de la circulation thermohaline même de la planète. On sait tout ça, encore une fois, tient ensemble. De sorte que lorsque la banquise se rétracte sous l'effet du réchauffement climatique, ce n'est pas simplement la banquise qui se rétracte, c'est aussi cette stratification d'algues qui disparaît et qui contribue quand même à fabriquer quasiment 35% de l'oxygène mondial. Donc la banquise qui se rétracte, c'est moins d'oxygène mondial. C'est nous qui respirons beaucoup moins bien. On le sent peu, mais voilà, c'est quand même une raréfaction de la capacité à produire de l'oxygène. Donc toutes ces pertes-là, en fait, s'additionnent aujourd'hui. On commence à le comprendre sérieusement, quoi. Et je pense que pour y répondre, on a parmi tant de réponses possibles une attitude intéressante, une fois de plus, à adopter, qui est celle du prendre part qu'on évoquait avec Alexis, mais qui n'est pas celle de l'empreinte trop profonde qu'on laisse, le problème de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on est trop présent, on est trop lourd en tant qu'humain, mais qui est celle en fait de la participation, de la connivence, de la cohabitation. Et à ce moment-là, je pense que ça invite aussi parfois à se retirer. Je travaille beaucoup en ce moment sur le recul du trait de côte. C'est ce que j'appelle la mauvaise rencontre entre l'eau douce et l'eau salée. Le fait que le niveau de la mer monte, des océans donc, l'eau salée, et pénètre dans l'intérieur des terres. Il y a notamment un gros dossier très très bien documenté sur ce problème-là en Louisiane depuis un certain temps. On se rend compte de plein de choses, mais
On a asséché, par exemple, les marais de la Louisiane pour y construire des résidences globalement assez luxueuses. Et puis on comprend aujourd'hui que précisément parce que les océans montent en raison des causes qu'on connaît, finalement on est obligé de se déloger. Il y a une concertation politique dans certaines régions de Louisiane. C'est très intéressant aussi pour la société uniquement d'humains sur leur capacité à délibérer, qui ont accepté en fait d'être relogés dans l'intérieur des terres, c'est-à-dire d'abandonner leur résidence luxueuse sur le bord de mer. L'humain accepte de se retirer pour que les marais, en fait, recréent par eux-mêmes de la vie, donc redeviennent des vrais marais, c'est-à-dire des écosystèmes à part entière. On fait exactement le mouvement inverse de ce qu'on a produit auparavant. Retour en arrière, acceptation du retrait de l'humain pour que les non-humains se remettent à proliférer. Sans doute qu'il y a des régions, des endroits dans le monde où il faut accepter de se retirer pour laisser en fait la place aux autres, qui d'ailleurs souvent y étaient avant nous. Et c'est aussi ça, prendre part. On peut prendre part en se retirant, une fois de plus. Et comme ça, on anticipe la perte et on répond à la perte existante. J'aurais une dernière question avant d'ouvrir un peu la discussion avec le public. Donc voilà, on parle de cohabitation. Est-ce que ça m'évoque cette notion de retrait aussi, cette question de voisinage. Joël Sachs préfère le terme de voisinage plutôt que cohabitation. Il dit justement, on serait des voisins et qu'il faudrait cultiver une éthique de la bonne distance. Bonne distance, c'est ni trop près, ni trop loin. Et donc, être poli, comme le dit Schopenhauer, c'est justement cette éthique de bonne distance. Vous, Alexis, vous parlez justement d'être arboricole, vivre avec, vivre parmi, vivre dedans. Et Olivier, vous parlez justement de la vallée de Séac, justement comme une place de village à plusieurs dimensions, une sorte d'espace public. Je trouve ça assez beau. Mais comment est-ce qu'on cohabite avec le vivant lorsqu'il est sauvage dans son extrême, c'est-à-dire lorsqu'il est non maîtrisable et terrifiant et aussi menaçant? Je pense à la forêt qui envahit, la montagne qui gronde et tremble, lorsque le loup tue du bétail aussi, ce qui est le cas ici dans nos régions. Qu'est-ce qui se passe? La cohabitation, c'est moins bisounours, je reprends les termes de Joël Sachs. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question compliquée. C'est une question qui rejoint aussi celle du retrait. C'est-à-dire que, on va dire que l'environnement, le vivant, etc., se passe très bien de nous. Il s'en est passé pendant des millions d'années. Donc, il sait plus ou moins se réguler, même s'il y a de régulières extinctions, etc. Mais bon, ça se régule très très bien tout seul. Bon. Et c'est vrai que nos activités massives sèment le trouble dans ces régulations. Par exemple, si on parle de la mégafaune et ses prédateurs, même si le mot est là aussi parfois problématique, mais si on parle des loups et des ours, par exemple, il y a une grosse discussion en Europe, en France, et je l'ai appris tout à l'heure en Suisse, sur la réintroduction des loups et des ours. Parce qu'il y a des problèmes d'élevage et d'interaction un peu négatives avec les élevages. C'est-à-dire que les loups et les ours viennent se servir en bovin ou en ovin. Bon. Là, on a du vivant qui est un peu dévastateur, qui n'est pas maîtrisable. Que faire avec ça? La solution la plus simple, c'est l'éradication. On liquide. C'est ce qu'on a fait pendant très longtemps. Et puis, l'autre solution, c'est la cohabitation. Mais comment? Les éleveurs sont assez contre dans le principe. Il se trouve que dans certaines régions, ça fonctionne. La cordillère cantabrique en Espagne, les Abruzzes en Italie, ces grands prédateurs n'ont jamais disparu. Donc du coup, ça se passe quand même pas trop mal. Et puis, il faut savoir que le grand méchant loup, il ne cherche pas les ennuis. Donc, dès que la consommation de viande ovine, par exemple, des moutons, ça lui attire des ennuis, il ne le fera pas. Pareil pour les ours. C'est-à-dire qu'il y a de la dissuasion
à mettre en place peut-être. Et de toute façon, des écosystèmes naturels qui s'autorégulent ne peuvent pas s'autoréguler sans la présence de ces grands animaux, qui sont des grands carnivores, qui régulent les pullulations d'herbivores. Donc, il y a nécessité de réguler la présence humaine, de réfléchir comment cette présence humaine, elle se manifeste, comment socialement elle est régulée, pour que finalement les mécanismes tout à fait naturels d'autorégulation du vivant puissent se mettre en place, puissent exister et puissent jouer leur rôle. Mais c'est extrêmement compliqué. Et en plus, c'est très récent. C'est une réflexion qui date de quelques années, dizaines d'années, mais c'est très très récent. Donc il y a énormément de savoir à accumuler. Bon, Morisot, par exemple, avait fait une étude sur les loups dans le grand camp de Canjuers, pour simplement observer, dans l'espoir d'apprendre des choses sur le comportement des loups, des choses qu'on ne savait pas, parce que personne ne les a jamais observées suffisamment longtemps et de suffisamment près. Et en effet, on a découvert des subtilités que l'on ignorait totalement. Et peut-être que l'on pourra jouer sur ces subtilités pour pouvoir voisiner paisiblement. Voilà. C'est encore un champ de recherche. Et pour terminer sur une note positive, quand même, ce qui est extraordinaire, c'est que quand la pression des activités humaines diminue, le vivant reprend ses marques, parce qu'il y a, au cœur du vivant, il y a cette espèce de capacité de pullulation dont j'ai parlé, ben, ça reprend sa place assez vite. Donc, on n'est pas encore dans un état de grande extinction. On y va, mais on n'y est pas. Et là, les capacités de restauration, d'auto-restauration du vivant sont encore là. Donc, il y a des choses à faire, mais des choses qui veulent dire faire baisser la pression des activités humaines. C'est compliqué. Et cette étude qu'a faite Baptiste Morisot l'a faite avec Jean-Marc Landry, qui était présent lors du festival l'écriture des lieux en septembre dernier, biologiste. Olivier, peut-être. Oui, c'est une très grosse question, mais ce qui est, je pense, assez évident aux yeux de beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent sur ces dossiers-là, c'est que quand même les animaux qu'on appelle les prédateurs, les grands prédateurs, sont des vrais timides. Donc, je trouve que ça correspond à une définition possible du sauvage, c'est-à-dire que le sauvage, c'est aussi l'être qui passe son temps à apparaître et à disparaître pour d'autres êtres. Donc, si on met ça ensemble, les grands prédateurs, c'est souvent des timides. Et de l'autre côté, la définition du sauvage comme l'être qui apparaît et disparaît. Ben, nous, en tant qu'humains, à ce moment-là, il faut trouver les bonnes attitudes pour plus faire disparaître celui qu'on appelle le prédateur de nos zones de fréquentation, de nos zones d'habitation, l'éloigner un petit peu. Donc trouver des scénarios, des formules d'effarouchement, ou par exemple se demander mais qu'est-ce qui l'attire exactement, ce dit prédateur. On parle pas des loups là, en l'occurrence, mais on sait qu'il y a eu d'autres expériences où de grands lynx étaient attirés par nos poubelles. C'est ce qui se passe en Arctique aussi, où on voit les ours polaires qui sont très tôt dans les villages, dans les zones arctiques, s'ils cherchent à manger, et que les poubelles offrent de quoi se nourrir. Donc réfléchissons d'abord à nos poubelles, avant de se dire, en fait, c'est le grand prédateur qui nous attaque et qui va nous dévorer. Vous voyez, je pense que si on réfléchit comme ça, on change d'imaginaire. Et donc, bien sûr qu'il y a des animaux qui peuvent s'avérer dangereux, mais ils ne sont pas dangereux en eux-mêmes. Ils peuvent devenir dangereux dans, pourrait-on se risquer à dire, la formule de relation qu'on leur propose. Donc, changeons de formule de relation, et peut-être qu'à ce moment-là, le dit prédateur apparaîtra beaucoup moins féroce
qu'il n'y paraît. Et ça nous offre en plus une autre définition du sauvage. Le sauvage n'est pas forcément le dangereux, le féroce, celui qui mord, qui dévore, mais c'est celui, alors qui n'est peut-être pas exactement comme nous, bon, c'est la question de l'altérité, on pourrait en reparler très très longuement, mais qui quand même est assez semblable à nous, ou du moins dont nous sommes assez semblables. Moi, je ne suis pas trop pour défendre une altérité radicale. Je pense que nous partageons quand même beaucoup de traits communs. Nous sommes tous des animaux, hein, y compris du point de vue d'une classification scientifique. Voilà, donc changeons d'imaginaire. C'est une belle manière de... Et nous sommes là pour ça. Justement, d'ouvrir la discussion. Voilà, on a un peu de retard parce qu'on a commencé aussi un peu plus tard, mais je ne sais pas, j'ouvre un peu la discussion au public. Je vous invite à celles et ceux qui souhaitent peut-être poser des questions. Alors, on a une question là-bas et madame ici. Merci. Alors d'abord, merci pour cette discussion qui était vraiment passionnante. Et je rebondis tout de suite sur ce que vous avez dit, changer d'imaginaire. Mais justement, pendant longtemps, notre imaginaire, c'était l'imaginaire judéo-chrétien de la nature qui est faite pour l'homme, l'homme qui nomme, etc. Et donc, c'est vraiment retrouver une nouvelle place, une humilité, et comprendre que, en fait, c'est nous qui sommes menacés. C'est pas tellement... Enfin, comme vous dites, la nature est résiliente. Si nous, on disparaît demain, la nature se portera très bien. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre ce message sans paniquer totalement et faire baisser les bras? Et vous avez parlé de l'exemple en Louisiane, mais vous avez dit, bon, c'était des résidences plutôt luxueuses et les gens ont accepté. Au Bangladesh, oui, là, ça ne sera pas la même situation. Tout à fait. Donc, concrètement, comment fait-on? Alors, donc la nature est résiliente, bien sûr. En même temps, il faut feuilleter, faut feuilleter la réponse, parce que le taux de résilience, par exemple, dépend aussi de la variété des écosystèmes. Le taux de reproduction dans les océans est carrément différent du taux de reproduction pour les êtres vivants terrestres. Il est 1000 fois plus performant, entre guillemets. D'une certaine manière, mais attention, ça ne veut pas dire que ça ne justifie en rien la prédation humaine, car pour le coup, c'est peut-être nous les grands prédateurs, sur les océans, en l'occurrence, les écosystèmes maritimes, mais les océans se régénèrent plus vite que les écosystèmes terrestres. Bon, attention, une fois de plus, il ne faut pas déduire quoi que ce soit de ça. Simplement que, autre point, et notamment pour les écosystèmes terrestres, il y a quand même des espèces qui disparaissent pour toujours. Moi, j'ai toujours cette phrase qui m'a bouleversé lorsque je l'avais lue et qui, je trouve, sonne très très joliment, malheureusement, puisqu'elle signifie une perte. C'est celle d'Aldo Léopold dans son très très beau texte, l'Almanach d'un comté des sables, donc qui date déjà, mais qu'il faut toujours lire et relire, de 1948, 1949. Ça a été édité posthumément, où il évoque la disparition des pigeons migrateurs. Et notamment, un monument dans un parc a été érigé en leur mémoire. Il dit à un moment très joliment qu'il est arrivé donc un jour où, en fait, ces pigeons migrateurs n'ont plus été évoqués que dans les livres. Et il a cette formule qui est à peu près la suivante, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire les pigeons migrateurs vivent éternellement en ne vivant pas du tout. Alors, c'est une formule qui est forte, au moins à deux titres, parce que, elle nous dit d'une certaine manière tout l'intérêt qu'il y a à trouver des phrases pour décrire le vivant. C'est quand même l'enjeu de la littérature qu'on a évoqué, parce que s'il n'y avait même pas les livres qui évoquaient les pigeons migrateurs, alors là, vraiment, ce serait une double disparition en quelque sorte. Mais que la littérature ne suffit pas non plus, et que l'un des enjeux, c'est quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas que des espèces qui vivent dans des livres, mais qu'on puisse aussi quand même vivre avec elles. Et moi, je pense que la cohabitation n'est pas une question bisounours, c'est une vraie question. Donc,
la nature est résiliente jusqu'à un certain point, quand même, quoi. Et puis ensuite, mais je ne veux pas être trop long, comment faire? Bien sûr que c'est une énorme question et que le retrait qu'on évoquait ne répond pas à tout. Alors, complètement d'accord, que les habitations soient de luxe ou pas de luxe, de toute façon, le dossier est le même, pour le dire comme ça. C'est vraiment très, très complexe de trouver une réponse. Je pense simplement qu'il y a une approche qui est celle partagée par de plus en plus de gens, et c'est très bien, qui est une approche très simple, très accessible aussi, très compréhensible, qui est celle qu'on a évoquée, à savoir au moins prendre conscience de nos empreintes, du fait qu'on laisse des traces, et donc essayer au maximum de faire en sorte que ces traces ne soient pas trop profondes. Ça peut être une réponse parmi d'autres, pour le coup assez poétique, excusez-moi parce qu'elle manque de pragmatisme peut-être, mais en fait c'est déjà beaucoup, c'est-à-dire ne pas être trop lourd. C'est une défense de la légèreté. Moi je suis un avocat de la suspension, je défends cette attitude dans le livre, qui est peut-être une attitude de cordée, enfin de grimpe, mais voilà, essayons d'être plus légers. Est-ce que soulève aussi, madame, c'est on doit être plus léger de poser la question de qui est ce on aussi, oui. Je pense, oui. Derrière. Olivier, si tu as quelque chose à rajouter ou madame. Non ? Ok. Vous n'êtes pas encouragé que la protection il y a 30% des terres et des océans maintenant. C'est quand même énorme que ça, surtout pour les mers très loin. Maintenant, il y a quand même beaucoup de conservation des grands espaces protégés. Cette idée de moins en moins d'espace, de place pour le... Non, il y a plus en plus de 30% de terre et la mer c'était un accord avec l'ONU. Ah oui, ok. Et là, qui sera protégé. Oui, d'accord, ok. Ces nouveaux espaces protégés, pardon. Oui, oui. Ouais. Alors, vous savez, pour moi, je réponds juste très brièvement, il y a une contradiction à laquelle je pense très, très régulièrement et qui est au cœur de toute politique de protection, que par ailleurs il faut soutenir, j'en suis convaincu. Mais il ne faut pas se dire que protéger un espace, ça suffit. Un exemple très simple, les glaciers. Aujourd'hui, et si on accepte donc ce qu'on a évoqué brièvement, à savoir qu'un glacier n'est pas qu'un glacier, eh bien, dans la plupart des espaces protégés en montagne, les glaciers fondent. Donc, si on se rappelle ce qu'on vient de dire, quelqu'un meurt, le glacier, dans un espace qu'on protège par ailleurs. Le glacier Saint-Sorlin, par exemple, dans le massif de l'Étendard, dans les Grandes Rousses, qui n'est peut-être plus d'ailleurs, qui n'a d'actualité. J'en sais rien aujourd'hui ce qu'il en est de ce glacier qui doit être revenu à l'état de névé. On peut protéger des espaces et en même temps, il y a des êtres qui disparaissent dans les espaces protégés. C'est très, très problématique. Donc ça veut dire qu'il faut faire plus que protéger. Il faut justement cohabiter. C'est toute cette question de la juste distance. Donc l'interrogation que vous émettiez, c'est celle du réensauvagement. Là-dessus, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Du moins, moi, je comprends cet horizon du réensauvagement de la manière suivante, c'est que c'est une politique temporaire. Ce n'est pas le dossier du wilderness, cet imaginaire justement très romantique qui était à l'origine de la création des parcs naturels, dont John Muir était le père, qui n'a pas été évidente, puisqu'on sait quand même que ça a participé à l'éviction, voire au massacre des Indiens, des grands bisons en Amérique, et qu'on a exproprié quand même beaucoup des gens qui vivaient dans les grandes plaines et dans ces espaces rendus wilderness, wild. Voilà. Donc, et puis surtout, on a créé ces espaces-là, les parcs naturels aux États-Unis, comme étant, à bien des égards, des décors, des éléments de spectacle dans lesquels allaient se récréer les citadins et les citadines. Donc, on connaît aujourd'hui
ces pièges-là. Et aujourd'hui, les parcs naturels sont de nouveau des enjeux de réhabitation, de réensauvagement, de cohabitation, etc., etc. Donc le réensauvagement, je pense qu'il faut l'imaginer, quand ça ne concerne pas des parcs naturels, comme une politique temporaire, c'est-à-dire qu'on repeuple des espaces. Et puis ensuite, au bout de quelques années, lorsqu'on a redonné leur place justement aux êtres non humains, j'évoquais ça avec la Louisiane donc, et les marais, eh bien à ce moment-là, nous en tant qu'humains, on réhabite avec eux, mais avec tous les critères qui sont ceux d'une cohabitation raisonnée. Olivier, quelque chose à... pardon, Alexis. Oui, alors c'est vrai que bon, sur ces genres de questions, je suis toujours un peu embêté. On t'avait dit que j'étais dans la lignée de John Muir. John Muir était totalement inconséquent d'un point de vue social. C'est-à-dire que c'est vrai que lui, son préservationnisme, c'était une affaire mystique. Il faut laisser des parts de création intactes, telles que Dieu les a créées, pour que l'homme puisse venir de temps en temps se ressourcer vers son Créateur. Il ne se posait pas la question des Indiens, des bisons, choses comme ça. Enfin, parce que lui, il n'avait aucune pensée sociale. Taureau en a une petite, Muir n'en a pas. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, clairement. Par contre, je sais que c'est un problème politique, socio-économique. Voilà. C'est pas qu'un problème de protection, c'est une question de réguler peut-être l'activité humaine. Alors, j'ai un exemple qui me vient en tête, que j'ai lu hier dans le journal. Donc en France, dans les Alpes-Maritimes, dans les hauteurs de Nice, enfin, dans l'arrière-pays niçois, il y a une petite communauté de communes qui a décidé de geler tous les permis de construire pour les 5 ans à venir. Alors pourquoi? Il manque d'eau. Il y a la sécheresse. Ils en sont à distribuer l'eau dans les communes en camions-citernes. Parce que les nappes phréatiques sont à sec. Actuellement, du fait de la sécheresse, ils sont dans le même état donc en fin mars, ils sont dans le même état que fin juin l'année dernière. Donc ça ne va pas du tout. On cite une petite commune de 4000 habitants où il y a 1000 piscines. Parce que voilà, on construit, parce que c'est moins cher qu'à Nice, on va s'installer là. Il y a un problème d'eau. Donc la mairie, la communauté de communes décide de geler les permis de construire pour les 5 ans à venir. Le syndicat du BTP est scandalisé. Et non, c'est une décision qui a été prise sans aucune concertation et qui est inacceptable. Puisque la construction, le bâtiment, c'est un des gros secteurs économiques du département et de la région. L'État, sans trop un peu discrètement, a dit que l'État aiderait la communauté de communes juridiquement en cas de recours juridique contre cette décision. Mais voyez où on en est. Il y a quelque chose qui est raisonnable. Bon, faire des piscines dans l'arrière-pays niçois, c'est pas raisonnable. La croissance démographique de ces régions-là n'est pas raisonnable. Bon, on essaye de réguler, mais là, ça va à l'encontre d'intérêts économiques certains. En effet, c'est des emplois, c'est tout ça, etc. Mais ça se heurte à ça. Que faire avec ça? Eh bien, peut-être que ça va se jouer devant les tribunaux. Mais voilà où on en est. Si on veut limiter l'activité humaine, il faut prendre des décisions désagréables qui vont contre la liberté d'entreprendre et contre l'activité économique. C'est difficile, c'est compliqué, c'est politique et socio-économique. J'avoue ma légère incompétence dans le domaine. Mon dada dans la vie, c'est d'écrire des histoires en espérant que ça soit compris par les gens qui les lisent. Ça, toute mon ambition, elle est là, pas plus loin. Bon, écoutez, moi qui ai une question, voilà, vraiment nécessité, si possible courte, et puis pardon, on a évidemment dépassé, le débat est passionnant, et vous aurez juste l'occasion, pardon, je le dirai après. Merci, je tâche d'être court. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Luc Hoffmann dans vos présentations. Le travail qui a été fait par lui
et par tous ceux qui ont adhéré à ces idées. C'était vraiment ici, en ce lieu, à Montricher. Je pensais que c'était à évoquer. Et puis, je voudrais juste dire que ce qui a été évoqué là, c'est tout d'abord une question d'observation, que ce soit dans votre potager ou que ce soit en haute montagne. Et cette observation, on peut tous la faire, mais il faut qu'elle soit accompagnée d'une information, d'une instruction, d'une éducation. Et à ce moment-là, on élève le niveau de compréhension. Alors, merci pour tout ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, merci à toutes et à tous. Et évidemment, merci à Alexis et à Olivier. Et merci à Darius. Alors, la rencontre va se poursuivre avec un temps de dédicace avec nos deux auteurs au-dessus à l'étage. Et puis, à 13h30, on se retrouve avec Alessia Kromeichuk pour une discussion avec Philippe Sand sur « Dire le drame ukrainien de l'intime au collectif ». Je remercie encore la Fondation Jeanne Missalski pour ce festival et bon appétit. Et aussi, on se retrouve en haut pour la session dédicace. Merci beaucoup. Merci. Merci.